Alors j'étais tranquillement sur mon fil Twitter en train de regarder l'actu parce qu'en ce moment c'est plus divertissant qu'un épisode de South Park. Et puis j'ai vu des personnes dans mon fil qui commençaient à expliquer qu'ils avaient tout perdu en crypto. Sur le coup, je savais pas si c'était du troll ou pas, mais il y en avait de plus en plus. Ça m'a interpellé, d'autant plus que moi j'avais pris un petit shoot sur mon portefeuille vendredi suite aux annonces de Trump. Et évidemment, aujourd'hui, tout le monde le sait, il semblerait que l'un des crashs les plus démentiels ait eu lieu sur cette histoire d'écosystème crypto-monnaie en 24 heures depuis vendredi. Voilà, ben, on va regarder ça parce que tout ça semble être complètement délirant. Snowball.fr. Alors on récapitule très rapidement, histoire que tout le monde soit à la page, mais j'imagine que comme tout le monde l'est plus ou moins, on va passer très vite. Donc en gros c'était vendredi, et vendredi, bien Trump a expliqué qu'il relançait une histoire de tarifs sur la Chine à 100%, je crois, parce que la Chine elle-même a annoncé qu'elle mettait des régulations sur toute entreprise qui souhaitait utiliser ces métaux rares avec un concept qui s'appelle l'export control. Donc en gros, voilà, guerre commerciale interposée, tout ça étant lié potentiellement avec une histoire de missiles envoyés par les États-Unis en Ukraine qui permet maintenant de pouvoir menacer le territoire russe sur des installations, si j'ai bien compris, énergétiques qui en fait impacteraient aussi la Chine indirectement. Voilà, donc ça a bougé énormément en 3 jours cette semaine au niveau de ces histoires-là. Et tout ça s'est terminé par un petit star sur les marchés, un petit shoot sur les marchés classiques. Mais bon, les marchés classiques n'avaient pas reculé de 2% depuis février. Ça a baissé un petit peu vendredi. Et donc, on a cette histoire où, apparemment, sur la crypto, le compte-rendu du matin serait par la Kobe Letter. Allez-y, vous y abonner si vous ne connaissez pas. Très bon compte d'économie en général. Pour la partie chiffrée de ce qui s'est passé sur les cryptos, il y aurait 1,6 million de personnes qui auraient été liquidées. Donc là, au sens propre, ça veut dire que leur compte crypto est allé à zéro. Voilà. Ce que je voulais en fait regarder un petit peu avec vous, c'est je suis tombé sur cette vidéo parce que c'est celle-là qui est pour moi est la plus parlante quand il se passe des choses comme ça. C'est un témoignage d'un mec qui m'a l'air particulièrement sympathique. Je le connaissais pas, Monsieur Rabbit, je sais pas ce que c'est son prénom. C'était un petit peu touchant son témoignage. On va regarder une partie parce que sinon ça sera trop long. Mais voilà, s'il semblerait que ce monsieur, qui a sûrement mon âge, donc je vais pas l'appeler monsieur, mais a perdu 300 000 euros en 24 heures, quoi. Et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien, ce qui n'est pas forcément mon cas. Vous l'avez forcément vu, cette nuit, il s'est passé un truc historique. Plus de 20 milliards de dollars ont été retirés du marché, des liquidations en pagaille. Ça a été un bain de sang. C'est juste le plus gros bain de sang qu'aient connu les cryptos. Plus fort que FTX, plus fort que le Covid. Bref, franchement, c'est une catastrophe. Tout ça vient de quoi? Ça vient en fait de l'annonce de Trump. Alors là, j'interromps la vidéo parce qu'il partage un message de Asher, qui est, je pense, la personne que les gens identifient le plus à celui qui a un petit peu le mieux réussi dans les cryptos en France, en tout cas de manière publique. Et j'ai vu sa vidéo à lui. Bon, là où j'étais un petit peu perturbé, c'est qu'il a fait le compte-rendu d'état des lieux. Et j'ai trouvé quand même pas cool de sa part la conclusion, parce que lui a conclu avec une histoire de ceux qui ont pris du levier, ceux qui se sont fait balayer. En gros, c'est un petit peu votre faute dans le sens où il faut avoir une autre stratégie. Voilà, maintenant vous devez revenir, vous devez continuer à avoir une autre stratégie. Pour reformuler en 10 secondes, c'est un peu comme si Asher était un collectionneur de vin ou de whisky de qualité, et puis qu'il va dans une réunion d'alcooliques qui, eux, se sont tués la vie dans l'alcool, et qui leur explique que c'est pas comme ça qu'on boit. Non, il y a des gens qui peuvent utiliser les marchés financiers pour y trouver l'équivalent de l'addiction au jeu, et qui risquent beaucoup trop de leurs économies jusqu'à tout perdre.
Et ces gens-là, il faut leur dire d'arrêter. Imposer 100% de taxes douanières à la Chine. Donc, de nouveau, l'escalade de la guerre tarifaire, des stablecoins qu'on dépègue, des SEX, donc tout ce qui est exchange centralisé, Kraken, Coinbase, Crypto.com, etc., qu'on bug. Les gens ne pouvaient pas vendre leur position. Il n'y avait plus de liquidité. Également aussi certains stop-loss qui n'ont pas été déclenchés. Ça a été mon cas. Et donc, bah, écoutez, j'ai perdu énormément. Tu ne peux pas contrôler le risque en bourse avec ces plateformes qui te disent que tu vas pouvoir le contrôler, ton risque. En gros, elles te vendent tous les mécanismes de l'addiction au jeu, clic, effet de levier, mets 10, investissant et fait x10. Et quelque part, s'il y a du risque, c'est pas grave parce que tu peux mettre des stop-loss, parce que si, parce que mi. Sauf que la particularité d'un crash, c'est que tout le monde se rue vers la porte en même temps. C'est le principe. Il y a l'image bien connue du feu qui prend dans une salle de cinéma et qu'évidemment tout le monde va s'agglutiner à la porte et personne n'arrive à sortir parce que la porte est trop petite. Un stop loss, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ni plus ni moins qu'un ordre programmé à l'avance que tu veux vendre à tel prix. Sauf que s'il n'y a pas d'acheteur, l'ordre il passe pas. Voilà, donc un stop loss ne sert strictement à rien en cas de panique boursière. C'est une des leçons à retenir de ce genre d'événement. De la vidéo, j'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu un bon 85%, enfin vraiment une dinguerie. Alors pour ceux qui le savent, je vous rappelle quand même, pardon, pour ceux qui savent pas plutôt, de base, moi je suis parti de rien, donc je suis issu d'une famille pauvre, je suis parti de zéro, et j'ai toujours su rebondir. Et même quand je suis arrivé dans le Web3 avec Axie Infinity, où j'ai gagné beaucoup d'argent assez rapidement, au final, peu après, j'ai tout reperdu, j'ai quitté mon taf de policier, et puis donc pour me lancer dans la création de contenu, et donc, j'ai su me refaire, m'adapter et puis augmenter aussi mon portefeuille. J'avais atteint un bon portefeuille. Là, je suis retombé donc à 5 chiffres, un petit 5 chiffres. Alors, je suis pas à plaindre parce que bah, j'ai la santé, j'ai une femme formidable. Et donc Et voilà, de voilà. ce côté-là, c'est bon. Ça reste que du matériel, si je puis dire. Mais on va pas se mentir, le matériel, l'argent, ça aide quand même fortement dans la vie. Et donc là, c'est un sacré coup dur. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette vidéo. Donc, Monsieur Arabi là, s'est présenté, il a présenté son parcours. Et clairement, voilà, personne ne peut se le cacher. À un moment donné, la crypto est devenue un petit peu cette espèce de rêve d'émancipation avec un schéma deviens riche rapidement et mets-toi à l'abri. Et c'est à la fois louable parce qu'en fait, bah, c'est ce qu'on veut tous dans la vie, hein, réussir par soi-même, mettre sa famille à l'abri, etc., etc. Euh, mais il faut pas que ce genre d'envie et de pulsions profondes qui nous poussent à faire ça viennent, entre guillemets, nous aveugler sur la valeur réelle des choses qu'on achète et les risques qu'on prend dans la manière dont on les achète, en particulier quand on met de l'effet de levier. Voilà, donc bah, je suis assez touché pour ce monsieur parce que 300 000 quand tu pars de rien, que tu as quitté ton boulot, que tu as une famille et que tu y as cru, parce que si tu es monté à 1,5 million et qu'après tu repères 300 000, à un moment donné, voilà, il semble avoir 40 balais, femme, enfant, carrière changée, il avait attrapé quand même quelque chose de l'ordre du rêve et de la réussite personnelle. Et depuis 2 jours, tout ça est parti en fumée. Alors, comment je me suis fait liquider? Principalement, en fait, à cause de l'argent que j'avais sur des sexes. J'ai changé un peu mes plans dernièrement, il y a environ un mois, et j'ai commencé aussi à mettre des petits leviers x2. Et en gros, pour me faire liquider, il fallait que le jup passe en dessous de 0,15, ce qui était impensable, un plus bas historique. Et en fait, c'est une position que j'avais depuis environ un an. Donc en gros, il a été liquidé. Alors comment on est liquidé en bourse? Bah, c'est très simple, on emprunte de l'argent. Donc il y a toute une histoire de conflit d'intérêts entre les gens qui vous mettent ces moyens-là à disposition, qui sont des moyens qui peuvent permettre d'imaginer plein de choses, mais qui du coup ont un intérêt à ce que vous preniez et du risque et que vous les en preniez fréquemment, avec de la récurrence et plusieurs fois par jour, parce que eux prennent de la commission sur les entrées-sorties, sur les frictions d'achat-vente au travers du spread. Voilà, donc on est au cœur de toute l'histoire de la bourse et des transactions financières telles que moi j'estime qu'il faut s'en éloigner le plus possible.
Si possible, ne jamais aller sur un site qui vous présente la bourse en candlestick. Voilà, dès que je vois des candlesticks faits pour empackager la bourse et les produits financiers, les candlesticks, c'est ce que vous voyez sur l'écran là, ces bougies rouges et vertes. Ça, c'est le packaging trading. Dès qu'il y a packaging trading, pour moi, il y a conflit d'intérêts puisque c'est vendu par des gens qui veulent vous mettre sur la direction de t'inquiète pas, on va t'apprendre à faire des maths en 2 coups de cuillère à peau, 2-3 indicateurs techniques. Et le but du jeu, c'est qu'après, tu fasses plusieurs centaines de transactions par jour sur lesquelles, évidemment, tu seras commissionné par ton broker. Donc apparemment, Monsieur Rabbit serait retombé du haut de ses 300 000. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'à un moment donné, il parle d'un demi-million, puis en fait, s'il a perdu 300 000, ben, il devrait lui en rester 200. Mais là, il vient de dire qu'il lui reste quoi que ce soit de l'ordre de 5 chiffres, donc il est passé sous la barre des 100 000. Ah bon, c'est un détail, hein, là, le but, c'est qu'il a pris la gamelle de sa vie. Comme je disais, je pense que Monsieur Rabbit a mon âge dans les 40 balais. Cet argent en actions à dividendes à profil sûr aurait pu avoir le potentiel de devenir 2500 balles par mois d'ici ses 60 ans et l'âge de départ à la retraite d'une autre époque, parce que ça va commencer à être 67 ans vu ce qui se passe au niveau du crash politique. Voilà, donc Monsieur Rabbit a perdu énormément d'argent. En définitif, bah, c'est ma faute, parce que c'est moi qui prends le risque de mettre mon argent là où je veux le mettre. C'est moi qui ai pris des leviers x2 en pensant être safe et pas être liquidé. Et donc, voilà, ça pour avoir plus d'argent en fin de compte, parce que bah, je me suis dit, dernièrement, le marché a quand même pas mal baissé. Moi, je suis team bullish, et donc je me dis que tout va augmenter. Et donc, un petit x2 avec stop loss, qui bien sûr ne sont pas déclenchés. Alors, j'avais pas... Dans un crash, on vous dit souvent qu'il ne faut pas vendre quand il y a un crash. Le problème, c'est que tous ceux qui sont sous effet de levier et qui arrivent à l'appel de marge, ben, c'est pas eux qui décident de ne pas vendre. C'est leur broker qui vendent pour eux. Et donc, ça vend de plus en plus. Et il y a le carnet d'ordre achat-vente qui se déséquilibre avec trop de personnes qui cherchent à vendre et pas assez qui cherchent à acheter. Et le prix s'effondre et ça ne s'arrête jamais. C'est assez marrant qu'il se passe ça la semaine, je crois, où Amundi lance un ETF avec effet de levier x2 sur le marché classique. Donc ça sera un petit peu ça la conclusion. Je vous laisse aller découvrir sa vidéo si vous voulez voir la suite de son témoignage. Voilà, on en est là. Puis tu as Robinhood qui arrive, et puis je vous donne ma main à couper que l'une des prochaines modes que vous verrez en France sera la mode des options. Voilà, ça va finir par partir. Et aux États-Unis, ça a fini par des drames. Ce qui est pas loin d'être le cas en ce moment. 1,6 million de personnes, je ne sais pas ce que ça donne en France, mais quand il y a eu la folie Robinhood et GameStop il y a 5 ans, en 2021, je crois, 2020, bah, ça a fini par des minots qui se sont foutus en l'air. Parce qu'avec les options, il y a certaines formes d'options et de contrats que tu peux passer en bourse où tu t'es pas rendu compte que tu as perdu plus que ce que tu pensais risquer. Parce que là, ce que disait Monsieur Rabbit, c'est que il pensait pas que ça pouvait aller en dessous sur le jupe ou je sais pas trop quoi, j'y croyais rien. Puis finalement, c'est allé en dessous de son seuil. Et puis sur les options, il y en a qui se rendent pas compte qu'ils ont signé, qu'ils perdaient la maison. Et qu'au départ, ils pensaient risquer 20 000 balles. Et vu la tournure que ça prend, on n'a malheureusement pas fini d'en voir des témoignages comme celui-ci. Voilà, bah, j'espère que ça s'est bien passé pour vous ce week-end. Moi, j'ai juste perdu 20 000 balles dans le marché normal. Mais voilà, mais moi, c'est la vie, c'est la vie normale de mon portefeuille à la taille à laquelle il a. Ça m'arrive d'avoir des oscillations quasi quotidiennes ou hebdomadaires de cet ordre-là. Donc, de nos jours, c'est ce qu'on appelle le pas vendu, pas perdu. Voilà, donc force à tout le monde, bonne fin de semaine à tous. Snowball.fr